le physique que tu as est la somme de l'intensité puis de l'effort que tu mets et de tout ce que tu fais dans ta vie pour ça. Donc, si tu n'es pas satisfait... Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler des 5 choses qui me fâchent dans l'industrie du fitness en 2021. Il y a plusieurs choses, mais j'ai condensé ça en 5 choses. Avant tout, je vais vous dire merci d'écouter le podcast. Aussi, parmi tous ceux qui vont partager un screenshot du podcast, ça peut être cet épisode-ci, ça peut être n'importe quel épisode. On va faire tirer à chaque semaine pour le mois, dans le fond, jusqu'au mois de janvier. Donc, là, on est mi-octobre. Toutes les semaines, dans le fond, on va faire tirer une journée d'entraînement, dans le fond, de programmation. Fait qu'exemple que vous dites, regarde, c'est toi qui gagne, tu dis, j'aimerais ça une journée de bras. Ben, il y a un autre coach qui va te préparer une journée de bras pour toi, qui va t'envoyer ça, 100% gratuit. Puis ce que tu as à faire, c'est que tu screenshots l'écoute du podcast, tu mets ça dans tes stories Instagram, dans tes stories Facebook, tu nous tags, super important que tu nous tags. Et après ça, nous autres, à chaque semaine, on va faire tirer ça. Donc première chose. Et c'est ça, c'est pour vous remercier d'écouter le podcast et de partager le podcast avec vos proches. Ça fait toujours un grand plaisir. Merci aussi pour vos avis sur Facebook. Pas sur Facebook, sur iTunes, je voulais dire, pour le podcast, sur Facebook aussi. Mais bref, c'est ça. Fait que les 5 choses qui me fâchent dans le monde de l'industrie, pourquoi que j'ai voulu parler de ça, c'est que la semaine passée, pour ceux qui connaissent Joel Seedman, c'est un gars aux États-Unis qui a de l'éducation traditionnelle, il est docteur dans, je ne sais pas trop, là, au niveau de l'exercice, tout ça. Et il fait vraiment des choses bizarres au niveau de son entraînement. C'est vraiment funky ce qu'il fait. Et il entraîne des athlètes de la NHL, de la NBA, des grands athlètes. Mais toute la communauté de l'entraînement le trouve un peu weird parce que ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Et tout ce qu'il explique n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, une des choses qu'il explique, c'est que tu devrais arrêter à 90 degrés ton squat puis ton bench pour limiter l'inflammation. Mais en fait, il n'y a rien qui prouve ce qu'il dit. En fait, il a été sur un podcast où il s'est fait challenger et il a avoué qu'il y avait beaucoup de ses entraînements qui étaient l'entraînement standard, mais que ce qu'il mettait sur les réseaux sociaux, c'était que pour flasher, en fait. C'est ça directement qu'il a dit. Et ça m'a amené à penser qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas au niveau de l'industrie que c'est plate de voir ça, que le gars, pour se faire plus connaître, parce qu'il est quand même déjà connu, il veut toujours faire des exercices un peu funky avec des trucs d'instabilité, des trucs sur un ballon, des trucs avec 8 exercices en même temps, des combos, des affaires la même. Pas nécessairement pour aider les gens, mais se faire plus connaître. Et je trouve qu'il y a de quoi de weird un peu. Donc, ça m'amène à parler des choses qui me fâchent, dont ça, tu sais, que... mais je vais venir au point numéro 1, que c'est tout ce qui travaille d'instabilité. Donc, ça va un peu avec ça, c'est que si tu veux devenir gros code fort, soit un, soit l'autre, ou les 3 ensemble, il va falloir que tu deviennes vraiment bon à faire tes exercices principaux. Oui, il y a certaines personnes que pour eux, le squat, c'est pas un exercice qui est super efficace, que peut-être des variations, whatever, ça va être mieux, mais ça reste qu'une variation de squat, que ça peut être le front squat, le back squat, le safety bar squat, une variation de deadlift, que ce soit ton deadlift, que ton Romanian deadlift, et une variation de press, que ce soit ton bench press, ton flat dumbbell press, ton overhead press, ça reste les bases. Si vous avez déjà écouté le podcast avec Stéphane Cazot, il parlait des Prime 8. Donc, lui, il appelle ça les Prime 8. Dans le fond, les 8 exercices principaux, squat, front squat, deadlift, bench press, overhead press, chin-up et dips et incline barbell bench press. Donc, ça, c'est des exercices principaux que tu dois être fort et que tu dois t'améliorer. Oui, il y a des variations au niveau... je vais me prendre par exemple, le incline bench press, ça me fait mal aux épaules quand j'en fais qu'une barre normale, mais qu'avec une barre prise neutre, ça va bien avec des dumbbells. Bon, parfait, j'ajuste l'exercice principal, mais c'est ça l'exercice principal, ça reste des gros levés qui va recruter beaucoup de fibres musculaires, que tu vas avoir une surcharge progressive, qui va faire que tu vas progresser en gain en force, en vitesse, en accélération. Tu sais, si tu veux être un athlète ou si tu veux juste devenir gros, juste devenir fort ou gros code fort, comme je disais tantôt, comme disait Charles Poliquin, ben en fait, tu as besoin de t'améliorer sur ces exercices-là. Si je reviens à l'instabilité, l'entraînement sur des surfaces instables, théoriquement, ce que les gens vont dire, c'est que tu vas travailler les muscles stabilisateurs.
En fait, si on regarde, c'est quoi un muscle stabilisateur? C'est un muscle qui stabilise l'articulation. Tous les muscles sont stabilisateurs. Je veux dire, si j'enlève mon pec aujourd'hui, ben on s'entend que mon épaule va être beaucoup moins stable, surtout si j'essaie de faire un push-up. Okay? Donc, tous les muscles peuvent être stabilisateurs, c'est juste une question de contexte. Donc, par exemple, que si tu fais un bench press, tous les muscles de ton dos, les muscles de ton tronc, les muscles de tes jambes deviennent des muscles qui vont être soit synergiques ou qui vont être stabilisateurs. La courbe des rotateurs va stabiliser, les lattes vont stabiliser. Donc, ce qui arrive, c'est que le concept de dire on va travailler l'instabilité pour les muscles stabilisateurs, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a beaucoup de littérature qui vont dans ce sens-là aussi. Ceci dit, est-ce que de travailler, par exemple, nu-pied sur une surface instable où est-ce que tu vas trouver ton équilibre, ça peut être un bon exercice pour augmenter la proprioception, puis les muscles du pied, tout ça? Oui. Sauf que de faire un squat sur des surfaces instables, tu augmentes beaucoup, beaucoup le risque de blessure et tu diminues l'efficacité du système nerveux, tu diminues la tension que tu peux générer, la charge que tu vas lever sur ça. Donc, il n'y a comme aucun avantage à travailler en instabilité si tu veux gagner, si tu veux être gros code fort ou si tu veux être puissant. Donc, si tu veux être bon à faire des squats sur un ballon, ben fais des squats sur un ballon. Sauf que le risque et bénéfice, c'est vraiment important de regarder c'est quoi le risque. Et le risque, c'est que tu peux vraiment te péter à gueule, là, en bon français, à faire des squats sur un ballon ou des squats sur un bossu ou peu importe. Tu sais. Et gagner de la masse musculaire, travailler les muscles, ça revient à créer une tension musculaire. Créer une tension musculaire, ça prend de la charge, ça prend du temps sous tension et ça prend des mouvements concentriques, excentriques. Et surtout, ça prend de la stabilité parce que si tu n'es pas stable, tu ne peux pas générer de force. Charles Poliquin disait tu ne peux pas tirer un canon d'un canot. Donc, si vous imaginez ça, vous êtes en canot, faites juste vous lever debout dans un canot, tu n'es pas très stable et encore moins si tu tires du canon. C'est un peu le même concept. Tu ne peux pas générer de la force si tu n'es pas stable. Donc, c'est pour ça que quand tu fais un squat, tu vas être le plus stable possible. On va créer une tension intra-abdominale pour être plus stable. On va écraser la barre dans nos traps pour activer nos lattes pour être plus stable. Donc, on vise la stabilité pour générer de la force, pour mettre de la charge, pour s'entraîner. Donc, tout ce qui est instabilité, ça devient problématique là, parce que là, ça n'a pas vraiment sa place. Comme je dis, exercice d'activation pour ce qui est neurologique au niveau de la proprioception, tout ça, oui, ça peut se faire si c'est un besoin. Mais pour 99,9% des gens qui vont écouter ce podcast, les entraînements en instabilité vont être très peu efficaces. Et le risque de blessure va être très élevé. Donc ça, c'est quelque chose que lui, Joel Steedman, met beaucoup de l'avant. Ou des trucs genre, il fait un safety bar squat en faisant un trap bar deadlift. Donc, il ne tient pas la barre en haut. Mais le risque de blessure est tellement élevé pour réellement le potentiel que ça amène. Fait que ça, c'est pas de l'instabilité, c'est comme un combo funky, mais il n'y a rien de bon à ça. Okay? Ça m'amène un peu au combo d'exercice, un genre de squat curl ou un squat and press ou tout ça. Ça dépend toujours avec la clientèle avec qui tu veux travailler. Si je m'adresse à vous, vous êtes des gens qui veulent optimiser leur entraînement dans la nutrition, qui visent à être gros code fort, à s'améliorer, puis c'est ça le gros de notre audience. Si tu veux bouger, un squat and curl and press ou whatever, des combos d'exercices comme ça peut être intéressant parce que tu bouges. Fait qu'il y a une différence entre s'entraîner et bouger. Ça, c'est deux choses complètement. Si tu veux avoir de la performance, bâtir du muscle, perdre du gras, avoir un physique de tes rêves, de ce que physique ultime que tu veux bâtir, tu limites tes gains quand tu fais des combos d'exercices. Pourquoi? Parce que tu es capable de mettre pas mal plus pesant sur un lunge que tu es capable sur un dumbbell press, normalement. Et tu es capable de mettre pas mal plus sur un shoulder press que tu es capable sur un curl. Fait qu'inévitablement, si tu fais un combo de ces trois exercices-là, il y a un exercice qui n'est pas travaillé à sa pleine capacité, à son plein potentiel, si on veut. Donc, tu es bien mieux de faire juste tes lunges, après ça, de prendre un temps de pause, après ça, d'aller faire tes dumbbell curls, après ça, de faire tes press, que de faire ça en combo. Encore là, si tu veux bouger, si tu veux avoir du fun, si tu es comme, je suis tanné de la routine, je veux de quoi qui bouge, je veux juste me mettre en forme, OK, ça fait du sens. Mais même là, ça ne fait pas de sens, je le ferai en superset ou en triset, en giant set, whatever. Dans ma tête, à moi, ça ne fait pas de sens. Parce que tu maximises rien. Tu perds ton temps en faisant ça. Point numéro 1, l'instabilité. Ne faites pas ces erreurs-là. Le point numéro 2, une des choses qui me tape le plus ses nerfs, c'est les camps, la polarisation au niveau de l'entraînement.
Et on a tous des attaches émotionnelles à des systèmes. J'en fais partie. J'ai des attaches émotionnelles à des systèmes, à des courants de pensée au niveau de l'entraînement. Il y a des affaires que je sais que théoriquement, ça ne devrait pas fonctionner, mais je vais continuer à le faire parce que moi, ça me motive et j'aime ça. Comme le cardio à jeun. Le cardio à jeun, il n'y a aucune chose qui va prouver que le cardio à jeun, ça fonctionne mieux, sauf que moi, je tripe sur le bodybuilding depuis que j'ai 17 ans. Puis j'ai tout le temps vu les pros de bodybuilders faire leur cardio à jeun. Je sais que ça ne change rien. Je le fais à jeun le matin quand même. C'est plus efficace pour ma journée, premièrement. Puis deuxièmement, c'est juste mental. Ça ne change rien. Je ne suis pas en train de me nuire. Ça ne change rien de faire ton cardio le matin à jeun ou pas. Mais moi, ça m'aide. OK? Fait que j'ai une attache émotionnelle à ça. Je sais que la réalité, c'est pas ça, mais j'ai une attache émotionnelle, puis je le fais. Parce que ça ne me nuit pas. Ce qui vient problématique, c'est quand tu as une attache émotionnelle qui nuit à ta progression. Exemple que ton attache émotionnelle, c'est que tu dois prendre du weight gainer pour gagner de la masse musculaire. Mais là, clairement, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, de prendre ton weight gainer si tu veux gagner du muscle. Parce que puis j'étais le premier à faire ça. Je prenais des scoops et des scoops de weight gainer, puis je faisais juste engraisser avec ça. Il y a moyen de faire ça pour être plus optimalement. Donc, les camps, au niveau de l'entraînement, on voit beaucoup ça au niveau de la nutrition et des modes de nutrition. Donc, que ce soit le camp keto, le camp carnivore, le camp vegan et tout ça, il y a vraiment des courants de pensée qui vont chercher certaines personnes et ces gens-là vont adhérer à ça et vont croire dur comme fer tout ce que va proposer cette lignée-là. Et on a tous des biais émotionnels face à ça. J'adore la viande, puis je suis pro-omnivore, si on veut. Mais j'ai tendance à ne pas vouloir essayer des trucs vegan. Parce que je sais que c'est bon, mais j'ai tendance à ne pas le faire. C'est important de se demander, c'est quoi, moi, mes biais émotionnels? C'est dans quel camp que des fois je me situe, puis tout ça. Il faut comprendre que ce qui est drôle avec ça, puis surtout au niveau de l'entraînement, que des fois, il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec les méthodes qu'on utilise chez Quantum ou ci ou ça, mais le big picture, c'est que 95% de ce que les bons entraîneurs vont suggérer, c'est exactement la même chose. Mets de l'attention sur ton muscle, surcharge à toutes les semaines, mets de plus en plus pesant ou fais une rep de plus ou améliore-toi à toutes les semaines, contrôle ton mouvement, récupère bien, dors bien, mange plus de calories si tu veux gagner de la masse musculaire. Tu sais, c'est tous des concepts vraiment basiques que tout le monde est d'accord avec ça, mais souvent, on va s'estimer sur les genres de 1% qu'on n'est pas d'accord. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec Christian Thibodeau sur l'angle du fémur par rapport au recrutement du quad, si ça changeait quelque chose ou pas. On sentait que c'est vraiment un 0,001% qu'on était en désaccord. Mais tout le reste, on est d'accord. Mais ces petits détails-là, c'est ça, des fois, qui divisent les camps. Et c'est ça que je trouve plate, des fois. Puis avec Christian, on a toujours des bonnes discussions qui mènent à quelque chose d'intéressant. Mais des fois, il y a des gens qui vont être complètement dans des camps différents des notes ou de plein d'autres affaires. Et là, vraiment s'estimer dur comme fer et pas amener de belles discussions vers quelque chose qui va amener à apprendre un de l'autre. Parce que moi, cette année, avec tout ce qui est arrivé, le confinement, une des personnes que j'ai le plus appris, c'est mon ami Simon Amto qui fait de la calisthénie, qui fait de l'entraînement poids de corps. Puis au début, quand on a eu le confinement, qu'on ne pouvait pas s'entraîner dans les gyms, tout ça, on s'est appelé, puis je lui demandais plein de trucs sur des variations d'exercices, comment on pouvait faire ça. Puis j'ai appris plein de choses avec un camp qui est complètement différent. Tu sais, on s'entend, la calisthénie, c'est très loin que d'utiliser des machines, des dumbbells pour bâtir du muscle. Fait que, tu sais, ce que je vais amener avec ça, c'est que peu importe si vous avez des biais émotionnels, que peut-être vous en allez plus vers un camp ou vers l'autre, c'est de rester ouvert avec ça, puis de voir que chaque personne peut vous apprendre. Puis des fois, il y a des gens que ça fait vraiment longtemps que je suis, pas vraiment longtemps, mais ça fait longtemps que je suis dans le domaine, ça va faire 14 ans bientôt. Puis il y a du monde, des fois, que ça fait 2 mois qu'ils sont entraîneurs, qui viennent faire nos formations, puis des fois, ils me sortent quelque chose, je me dis, que c'est pas fou, ça, c'est bon. Ou des concepts, tu sais, fait que tout le monde peut vous apprendre. Il faut vraiment juste être ouvert d'esprit et chercher les opportunités d'en apprendre plutôt qu'être en confrontation avec les gens, des fois, qui ont des pensées différentes au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau de tout ça. Donc c'est ça. C'est une des choses qui m'énerve, c'est les camps, les polarités, de dire je suis pro telle affaire, parce que, tu sais, ceux qui sont carnivores peuvent
très bien apprendre plein d'affaires avec les vegans. Comme, pourquoi qu'on ne met pas tout notre cerveau collectif à s'aider, puis à en apprendre plus, puis continuer à évoluer vers nos objectifs, peu importe quels qu'ils sont. Ça, c'est point numéro 2, les camps à la polarité. Point numéro 3, tout ce qui est l'amplitude de mouvement. Donc, je suis guilty d'avoir parlé souvent d'amplitude active, d'amplitude passive, de tous ces trucs-là dans des vidéos sur Instagram ou sur Facebook qui ne prennent zéro en considération le contexte et que j'ai une minute pour parler de ça, puis c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose, mais encore là, il y a des camps. Il y a des camps qui disent « OK, ben c'est toujours pleine amplitude de mouvement ». Donc, je pense à Mike Israetel, à tout ce qui est Renaissance Periodization, qui parle beaucoup de full range of motion. Tu as Joel Seidman qui parle de 90 degrés, sinon il y a de l'inflammation. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu as tout ce qui est RTS qui parle d'amplitude active passive. Et tu as tout le monde qui se situe entre ça. Mon take là-dessus, c'est que c'est vraiment important de comprendre que l'amplitude de mouvement complète peut devenir problématique chez certaines personnes, comme l'amplitude de mouvement partiel peut devenir problématique chez certaines personnes, et que ça vient avec l'individualisation. Donc, tu ne peux pas dire que je travaille avec cette amplitude-là pour tout le monde. Donc, exemple, la fameuse barre au chest quand on fait du bench press. Ce qui arrive, c'est que, sérieusement, 75 à 80% du monde peuvent toucher leur chest quand ils font du bench press. Peut-être pas les coudes super hauts, mais les autres, c'est pas vraiment une bonne idée. On va avoir les coudes comme à 45 degrés. Mais normalement, on va se rendre à travailler, à être capable de toucher le chest et à être capable de générer peut-être un 5% de tension à l'intérieur du pec quand on est dans le bas du mouvement. Et ça va être une amplitude, on va dire, active. Parce que ce que je me suis rendu compte dans les formations que je donnais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui faisait des demi-reps, puis là, il disait « Ah, je travaille dans mon amplitude active ». Mais c'est pas ça du tout. Comme la différence entre une amplitude active et passive est souvent comme d'un demi-centimètre ou d'un centimètre. Okay? La majorité du monde sont capables de faire des amplitudes complètes qui vont être actives. Mais encore là, c'est d'individualiser. Donc, ça, c'est ça. Puis quelqu'un qui, je vais prendre par exemple une des clientes qu'on avait qui était hyper laxe, qui était capable de faire un squat, écoute, à 1 cm du sol, c'est tellement qu'elle descendait bas, genre les fessiers vraiment, vraiment, vraiment bas, à cause qu'elle était hyper laxe. Mais ça, on demandait de générer de la tension dans ses quads puis dans ses fessiers. Elle remontait peut-être de 1 pouce ou 2. Mais là, c'est là la différence entre le passif et l'actif. Et elle avait beaucoup de douleurs de genoux à faire ses squats complets. Et quand on a commencé à travailler dans des amplitudes qui étaient actives, mais qui étaient vraiment quand même grandes, là, son amplitude, ce n'était pas des demi-reps, elle a commencé à avoir moins de douleurs aux genoux, puis elle a commencé à avoir plus de gains au niveau de la masse musculaire. Donc, ça, c'est vraiment une exception. Donc, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux, en fait, entre les demi-reps, les full range of motion, les amplitudes actives, tout ça? Il faut adapter à toi et il faut voir comment ton corps réagit. Si à toutes les fois, tu touches la barre au chest quand tu fais du bench, tu as mal aux épaules, puis tu sens juste ton épaule plus que ton pec, mais ça se peut que d'arrêter peut-être à 1 pouce, 1 demi-pouce de ton pec, ça peut être bénéfique pour toi. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être toujours des amplitudes actives, mais je le vois souvent sur le squat. Les gens qui disent « Ah, je fais mon amplitude active », mais qu'ils font des demi-squats. Tu sais, l'amplitude active, ça devrait être ischio contre mollet, les vraiment, vraiment full range of motion le plus bas possible, as to grass. Si tu n'es pas capable, d'aller jouer avec des wedges pour surélever tes talons pour être capable de te rendre là. Et là, si tu contractes le plus fort que tu peux, tu vas voir que tu vas lever peut-être d'un pouce, d'un demi-pouce. Et là, ça, c'est ton amplitude. Okay. Donc ça, j'espère que ça démystifie un peu ça parce que ça me frustre. Puis j'en prends 100% responsabilité que je pense que j'avais mal expliqué dans bien des formations, puis il y a beaucoup de monde qui ont adapté ça à dire « Ah, ben je fais demi-rep et que je peux mettre 2 fois plus, puis je dis que je prends mon amplitude active, mais c'est pas le cas. » Les deux autres points vont quand même ensemble, mais le point numéro 4, c'est la surutilisation des suppléments et des super suppléments. Donc, qu'est-ce qui est stéroïde anabolisant? Donc, ce que je vais amener avec ça, c'est que la base de la pyramide alimentaire, c'est l'adhérence. C'est l'adhérence, puis c'est de bien manger. Et même, je pense que je vais partager mon écran pour ceux qui écoutent en vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pyramide de la nutrition, c'est que la base, c'est toujours l'adhérence. Okay? L'adhérence, l'adhésion, je ne sais jamais c'est quoi le bon terme, l'adhérence. Okay? Après ça, si on va au niveau de l'alimentation, ça va être au niveau des calories.
Après ça, on va avoir les macronutriments qui vont être au-dessus. Après ça, on va avoir les micronutriments. Après ça, on va avoir les suppléments. Puis après ça, on va avoir le stock, les stéroïdes anabolisants et tout ça. Ce qui arrive, là, c'est que 95% des gens focusent sur le 5% des choses au top de la pyramide. Ça veut dire les micronutriments, le timing des nutriments, quand est-ce que je prends mes protéines, mes glucides, mes lipides, quand est-ce que je prends mes suppléments et quels produits anabolisants je peux prendre. Je vais-tu prendre du Anavar, je vais-tu prendre du Winstrol, je vais-tu prendre la Test, je vais-tu prendre des SARMs, je vais prendre l'éphédrine parce que je veux coter, blablabla. Et ils oublient complètement ce qui est 95% de notre pyramide, ce qui est l'adhérence, à quel point tu suis ton plan alimentaire, le nombre de calories que tu manges par jour et les macronutriments que tu manges. L'adhérence, si tu veux des résultats, il va falloir que tu suis ton plan 90% minimum. Minimum 90% de suivre ton plan alimentaire. Sinon, espère pas avoir le maximum de tes résultats. Tes calories, tu dois les compter toujours. Okay? Je sais que c'est plate de compter tes affaires, mais si tu veux avoir des gros objectifs, là, tu veux perdre 10 livres de gras, tu vas être lean, tu vas être ses abdos, tu vas avoir la meilleure shape de ta vie. Je te garantis que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Puis présentement, où est-ce que tu es? Le physique que tu as est la somme de l'intensité puis de l'effort que tu mets et de tout ce que tu fais dans ta vie pour ça. Donc, si tu n'es pas satisfait, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses différemment ou que tu fasses plus ou que tu fasses moins. Mais compter tes calories. MyFitnessPal, sérieusement, c'est un game changer pour bien du monde de calculer leurs calories parce qu'ils ne se rendent juste pas compte à quel point ils mangent beaucoup de calories ou ils n'en mangent pas. Puis après ça, les macronutriments. Fait que l'affaire, c'est que 95% des gens passent leur temps à focusser sur le 5% et 5% des gens qui ont réellement des résultats focus sur le 95% du bas de la pyramide. Donc ça, j'espère que ça vous met en lumière que si je n'ai pas atteint mes résultats, ben, c'est pas à commencer à penser à quel supplément je peux prendre, si l'Anavar c'est bon, si je peux faire un cycle de test ou whatever. C'est de revenir à ta base. Est-ce que tu as 90% d'adhérence à ton plan nutritionnel? Est-ce que, puis une des choses que Pierre-Alexandre qu'on disait l'autre jour qui était vraiment, vraiment excellent, c'est que la pyramide, là, elle est sur quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est le sol. Puis ce sol-là, là, c'est ton coach. Okay? Fait que quand tu as une base ultra solide de ta pyramide, puis que le sol est ultra solide, puis il ne va pas s'écrouler, mais tu n'as pas le choix que tu vas atteindre tes objectifs. Ça se peut que ça soit un petit peu plus long parce que X, Y, Z dans ta vie. Sauf que si tu mets ça, si tu prends un coach, puis que tu focuses à bâtir la base de ta pyramide, comment je peux faire mon plan alimentaire pour que j'aie une meilleure adhérence? Les choses qu'on utilise chez Quantum, on va donner des bagels, des Chex, des céréales, des Rice Krispies, un paquet d'affaires. Là, il n'y en a pas qui me viennent, là, mais plein d'affaires de même pour que tu aimes ce que tu manges. OK? Si tu n'aimes pas ce que tu manges, puis c'est un fardeau pour toi toutes les fois, clairement, ton adhérence, tu ne seras pas capable de te faire 90%. Donc, ça, c'est la pyramide. Ça me ramène à la surutilisation des suppléments et des produits anabolisants. De nombreuses fois, on voit les gens rentrer dans notre bureau et, bon, qu'est-ce que tu fais pour ta nutrition? Combien tu manges de calories? Ah, à peu près 2500. À peu près 2500, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, j'ai déjà calculé un peu, 2500. OK, parfait. Qu'est-ce que tu prends comme supplément? Puis là, ça part. Les oméga-3, la vitamine D, le magnésium, le pré-workout, le post-workout, l'intro-workout. Là, ça part, puis là, il y a 50 suppléments que la personne utilise. C'est sûr que si tu regardes la littérature, les suppléments, ça fonctionne. Il y a des suppléments qui fonctionnent plus, puis tout ça. Ça reste que si tu ne sais même pas exactement combien de calories tu manges par jour, tu n'as même pas d'affaire à penser à quel supplément que tu devrais prendre. Et encore plus au niveau des stéroïdes anabolisants. C'est des hormones, ça a des gros side effects si tu ne fais pas attention. Il y a un aspect, oui, hormonal, il y a un aspect psychologique qui arrive avec ça. Puis je ne suis pas contre, je ne suis pas contre ce qui est anabolisant. Je suis pour d'éduquer les personnes pour qu'ils prennent eux-mêmes la bonne décision pour eux-mêmes. Et ça revient à dire, est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer le 95% du bas de la pyramide avant de sauter dans le 5% du top? Et la réponse générale, c'est oui. L'affaire aussi, c'est que si tu atteins ton plein potentiel génétique naturel après 10 ans d'entraînement solide ou 5 ans d'entraînement solide à suivre son plan alimentaire,
Mais là, l'affaire, c'est qu'exemple, que tu es parti à, je sais pas moi, 150 livres, tu es rendu à 190 livres de masse maigre, tu as gagné comme 40 livres, je sais pas, j'ai fait mon calcul comme il faut, 40 livres de masse, puis là, tu gagnes juste comme une livre ou deux par année. Et là, tu te renseignes, tu fais des tests sanguins et tu décides d'embarquer dans le monde des anabolisants. Bien, crime, tu vas avoir gagné ton poids, tu vas avoir gagné des habitudes. Et après ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas prendre un 20 livres, paf, là, tu vas commencer, ben pas paf, là, mais ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être 1 an ou 2, mais ça va progresser plus vite parce que tu vas avoir atteint ton maximum. Si tu commences à prendre ça quand tu es à 170 livres, tu as juste pris un 20 livres, tu prends ça, tu vas monter à 190, puis là, tu vas être bloqué. Tandis que si tu montes à 190, tu vas pouvoir aller plus haut encore et progresser comme ça. Parce que il y a bien du monde qui pense que les anabolisants, c'est la raison pourquoi ils ne sont pas en shape. Ah, moi, je ne suis pas en shape parce que je ne prends pas d'anabolisants, ou toi, tu es en shape parce que tu prends des anabolisants. Est-ce que ça l'aide? Bien oui, ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide. Est-ce que si tu prends ça, mais que tu ne suis pas ton plan d'alimentation à 90%, est-ce que tu vas avoir des résultats? Non. Tu vas avoir un peu de résultats, mais tu vas avoir bien plus de side effects que de résultats et tu vas tout te reperdre après. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est juste comme mettre un turbo dans ton char. Mais si ton char, là, il y a 2 flats en arrière, tu as beau mettre un turbo et mettre le pied au fond, le gaz au fond, il y a quelque chose qui va péter et ça irait pas bien. Tu ne vas pas atteindre ton objectif aussi rapidement et efficacement par un seul morceau. Fait que c'est d'arrêter aussi de penser que les stocks et les suppléments, c'est ce qui va faire la différence parce que ça ne l'est pas. Si on se souvient de ma pyramide tantôt, c'est le top de la pyramide et tu dois maîtriser ta base pendant des années. Puis ce qui arrive, c'est qu'on est tellement dans une société que tout est rapide. Je veux dire, vous voulez l'information, vous écrivez le Quantum Podcast et vous avez un paquet d'informations. Vous pouvez, tout va super vite. Tu vas acheter quelque chose sur Amazon, un clic, c'est rendu chez vous, tu as faim, tu n'appelles même pas. Tu cliques sur Uber Eats, tu as besoin d'une voiture, tu cliques Uber, whatever, ça va super vite. Mais l'affaire, c'est que l'entraînement, la prise de masse musculaire, d'améliorer ta shape, ça se fait pas rapidement. C'est une question de temps, c'est une question de long terme, c'est une question d'être constant, de toujours faire les mêmes choses jour après jour et d'être constant à travers tout ça, de continuer. Okay? Donc, il faut arrêter de penser que les suppléments et le stock, c'est la recette miracle, puis de focusser sur ce qui a réellement de l'impact. Puis rendu là, un coup que ta base de la pyramide, ton 95%, il est vraiment optimisé pendant des mois, là, tu peux commencer à regarder. Tu sais, les suppléments, quelqu'un qui fait de l'insomnie, c'est sûr que ça va être important de prendre des suppléments pour lui. Mais l'affaire, c'est que dans sa base aussi, bien, il y a son mode de vie. Son mode de vie, si tu fais de l'insomnie, si tu es super stressé, si tu fais de l'anxiété, il y a clairement quelque chose dans ta vie que tu dois améliorer, que tu dois peut-être régler, ou je sais pas, je ne connais pas la situation de tout le monde, mais règle générale, il y a du travail à faire que, je veux dire, un supplément de magnésium, ça va être une béquille. C'est peut-être intéressant d'utiliser cette béquille-là pour l'instant, mais d'aller voir un peu plus creux que ça, même chose au niveau du système digestif, puis c'est là le rôle d'un coach de diriger vers les outils, vers des choses qui vont t'aider. Dernier point, parce que là, je viens de me rendre compte que je suis en retard de 7 minutes pour quelque chose. Les faux naturels et les influenceurs, le monde qui vont dire que il y en a plein, là, des gros noms aux États-Unis qui vont dire qu'ils sont naturels, mais qu'ils ne l'est pas. Et les influenceurs qui vont dire la même chose. Il ne faut pas oublier que si tu as un sponsorship d'une compagnie de suppléments, de linge, de ci, de ça, ça peut être très mal vu de dire que tu prends des anabolisants. Donc, la majorité du monde que tu regardes sur Internet et tu te dis « je me demande s'il est naturel ou pas », il y a des grandes chances qu'il ne soit pas. C'est correct, OK? La seule affaire, c'est que si tu te fies toujours à eux autres pour faire tes plans d'entraînement, faire tes plans nutritionnels, pour les conseils, pour tout ça, ça reste que c'est vraiment pas ce qui est optimal parce que tu ne sais pas la personne qu'est-ce qu'elle fait, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre là non plus. Tu ne peux pas t'entraîner comme Ronnie Coleman à la fin de sa carrière si toi, tu pèses 170 livres quand lui en pesait 280. C'est chacun ses étapes, chacun ses trucs graduels, puis chacun son chemin, chacun sa vitesse. C'est bien correct. Sur ça, je vous laisse parce que je n'avais pas regardé l'heure. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ça, on se parle dans un prochain podcast. Bonne semaine. Bye.